La Martinique dans les mois, un jeune Martiniquais, Andy Brigitte, a été tué vendredi soir dans le métro parisien sous les yeux de nombreux voyageurs. Aux Anses d'Arlé, sa commune d'origine, sa famille est encore sous le choc. Vous entendrez le témoignage de sa mère dans ce journal. Et la région Guadeloupe tente d'informer le monde rural sur les aides européennes mises à sa disposition. Le cyberbus de la collectivité régionale sillonne les communes pour apporter de nombreuses informations sur le financement des projets agricoles et agroalimentaires. Jean-Marc Mormec, le délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, a entamé aujourd'hui sa visite en Guadeloupe. Son objectif, stimuler par tous les moyens l'entrepreneuriat chez les jeunes Antillais. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe sous les regards de nombreux témoins qui filmaient la scène. Andy Brigitte, jeune Martiniquais de 22 ans, a perdu la vie vendredi soir à la station RER Châtelet-Léal à Paris après avoir reçu plusieurs coups de couteau d'un homme à la santé mentale défaillante. Selon les premiers éléments de l'enquête, la cause du drame serait liée à une bousculade entre les deux hommes qui auraient mal tourné. En Martinique, dans la commune d'Anses d'Arlé, d'où est originaire le jeune homme. Sa famille est encore abasourdie par la nouvelle. Sa mère a accepté de témoigner face à la caméra de Céline Chalonneau. Je ne sais plus quoi dire. Mais pour ceux qui le connaissent, il avait son caractère comme toute autre personne, mais restait quand même agréable, serviable. Il était là. C'était mon fils. C'est tard, dans la nuit, que la macabre annonce fut confirmée. Linda est depuis ce matin à Paris. Le visage de son fils la hante. Les vidéos de son agonie la répugnent. Le désespoir de ne plus revoir son fils a laissé place à la colère. Une colère nourrie par l'incompréhension. Elle souffre de l'indifférence dans laquelle son fils aîné, Andy Brigitte, 22 ans, a été tué de plusieurs coups de couteau dans le couloir du métro parisien par un homme qu'il ne connaît pas. Le fait d'avoir pas vu, d'avoir su parler Andy, qu'il était abandonné comme une bête, ça me peine. Je me dis qu'il n'y a plus d'humanité, que les gens ils n'ont plus le savoir de vivre. Et ça, c'est dur. Les gens ne savent plus vivre, c'est chacun pour soi, Dieu pour la compagnie. Moi, je dis encore qu'on aurait pu sauver Andy. On aurait pu le sauver au lieu de prendre la fuite ou de regarder, de filmer, de photographier pour partager. C'est inhumain. Au domicile familial, dans la commune des Anses d'Arlé, la petite sœur et le frère d'Andy ont toujours du mal à réaliser l'impensable. Le vendredi matin, on se parlait. Et le samedi matin, je me suis réveillé, j'ai appris ça. Hier même, j'ai vu la vidéo, ça m'a choqué. J'ai vu tous les gens, ils étaient spectateurs, ils regardaient mon frère à terre. Je l'ai vu à terre, il était en sang, dans une mare de sang. Ça m'a choqué. Cela faisait 6 ans qu'Andy avait quitté ses proches, le bac en poche, pour travailler dans l'Hexagone. Passionné de mécanique, il entamait également une carrière de mannequin quand ce vendredi, sa vie a basculé. Son agonie sera filmée, mais aucune des personnes présentes ne lui portera secours. Filmer, ça sert à quoi? Dis-moi franchement. Ça ne va pas sauver la personne non plus. C'est grave ça. Les gens n'ont pas ça dans la tête. Tout ce qui compte pour eux, c'est faire circuler tout ce qui se passe. Non, il y a des choses qui sont plus importantes dans la vie d'un être humain. Dans la cité où Andy a grandi, les voisins et amis d'enfance sont encore sous le choc. J'ai eu le temps de le surveiller éventuellement quand il était plus petit. C'était un jeune très respectueux, sans problème avec les habitants des Anses d'Arlé. C'est dommage qu'il soit parti comme ça. On n'y comprend pas, on a beau se poser des questions, mais on n'aura pas la solution à ça. Une famille meurtrie et une commune qui s'interroge sur la passivité observée au moment du drame. C'est vraiment très très choquant et je pense que c'est dur aussi pour la famille de voir qu'on ne porte pas secours à un enfant, un jeune en plus, pour, on va dire, une sordide bousculade. On intervient et on paye les conséquences. Donc on est dans une société
Les gendarmes ne sont pas tout le temps là, donc nous-mêmes on ne peut pas faire la loi. Donc quoi faire? Je me pose la question. C'est auprès des siens, aux Anses d'Arlet, que les obsèques du jeune Andy auront lieu à une date pas encore définie. La famille attend la remise du corps après l'autopsie réalisée à Paris. Et la scène filmée par de nombreux passagers témoins sur place a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux. Pourquoi n'ont-ils pas aidé le jeune homme, préférant filmer l'agression? Éric Dupuis et Christian Bonnardel sont retournés justement dans les couloirs de la station RER Châtelet-Léal à Paris pour recueillir les réactions des usagers des transports franciliens. On écoute. Des fleurs et un mot déposé à l'endroit même où Andy est tombé vendredi. Dans cette station immense de Châtelet-Léal, au cœur de Paris, des milliers de personnes courent chaque jour pour attraper leur métro ou leur RER. Ils sont quelques-uns à se recueillir, certains sont des habitués. J'étais un peu choqué en fait d'être passé par là et qu'une heure avant il y a eu un meurtre. Je suis passé juste pour me recueillir un petit moment parce que c'est désolant que des jeunes partent comme ça si facilement, juste pour un accès de violence. Maryse est choquée par la violence gratuite. Oscar, qui travaille juste en face mais n'était pas là vendredi, est outré par l'attitude de certains témoins de la scène. Il filmait Andy à terre sans lui porter secours. C'est démoralisant en fait, le fait qu'il y ait une personne à terre qui saigne et qu'il y ait tout le monde sur son téléphone et personne pour réagir pour l'aider. En fait, je pense qu'on a perdu à ce niveau-là notre part d'humanité. Moi, je suis arrivée peut-être 2 heures après, mais le corps était toujours là. Il y avait un périmètre de sécurité, donc des gens prenaient aussi des photos. Là, c'est une situation dramatique. Je pense que chacun doit se questionner sur son comportement à avoir dans un futur. Pour cet agent qui a travaillé dans la police du métro parisien, ces comportements sont inadmissibles et répréhensibles. À aucun moment, personne n'a été faire un point de compression sur le jeune pour essayer de lui sauver la vie. Voilà, tout le monde est resté à l'écart. En tant que policier, il faudrait rappeler à ces personnes-là qu'elles se rendent coupables d'un délit. Voilà, non seulement en ce qui concerne la diffusion de vidéos, de ce type de vidéos sur les réseaux sociaux, le manque de respect pour la dignité humaine, le partage des vidéos, mais en plus de ça, il y a la non-assistance à une personne en péril. Jimmy Terrine nous rappelle enfin que malgré la présence de nombreux policiers et agents de sécurité, cette station de Châtelet-Léal reste un point particulièrement sensible des transports parisiens. Et retour en Guadeloupe où circule depuis ce matin le cyberbus de la région Guadeloupe qui va à la rencontre des acteurs du monde rural. Il s'agit d'une opération d'information sur le programme de développement rural de la Guadeloupe, le Fonds européen agricole pour le développement 2014-2020, lancé par la région. Comment obtenir le financement des projets agricoles et agroalimentaires? La première halte a eu lieu ce matin à Port-Louis. Le reportage est signé Linda Kayarsi. Non loin de la médiathèque de Port-Louis, un cyberbus aux couleurs rurales. À l'intérieur, des experts régionaux des fonds européens pour répondre à toutes les interrogations concernant le financement de projets agricoles et agroalimentaires. Alors, le cyberbus a vraiment pour intérêt de porter l'information au plus proche du territoire et des Guadeloupéens, puisque en fait, surtout dans le monde agricole, les porteurs de projets n'ont pas forcément la possibilité et du temps pour se déplacer à Basse-Terre. Donc la région Guadeloupe a pris l'initiative de se déplacer au-devant d'eux et de venir vraiment apporter l'information au plus proche des gens. Avec tout le confort nécessaire, les porteurs de projets sont guidés pas à pas pour monter un dossier FEADER, Fonds européen agricole pour le développement rural, mais surtout savoir si leur projet est éligible. Qui veut diversifier son activité et proposer de l'accueil touristique, une activité de découverte de la nature, de l'écotourisme, peut effectivement déposer un dossier au FEADER et trouver des solutions de financement en tout cas pour son activité. On travaille aussi avec des associations qui mettent en place toujours des services à la jeunesse, aux personnes âgées. Et en fait, le but général, c'est d'améliorer la qualité de vie en zone rurale. Pour la période 2014-2020, le FEADER dispose en Guadeloupe de 171 millions d'euros destinés à contribuer au développement d'une agriculture plus équilibrée, plus compétitive. Depuis ce matin, on a été vraiment très, très surpris de voir autant de personnes en très peu de temps. On peut dire déjà une quinzaine à une vingtaine de porteurs de projets sont venus très tôt, dès 9h, 9h30. Et nous, on était ravis de les informer des possibilités qu'il y a sur le FEADER pour qu'ils puissent financer le projet d'investissement. Demain, le cyberbus rural fera un arrêt au Moule
Il va sillonner près de 15 communes de la Guadeloupe et des îles du Sud jusqu'au 14 mars. Et en Martinique, la mise en place du TCSP prendra plus de temps que prévu. Les bus à haut niveau qui devaient circuler aujourd'hui sont demeurés dans leur entrepôt. L'occasion pour nos confrères d'ATV Martinique de faire le point sur la situation des transports publics dans l'île. Reportage Alizé Lutran, Michelet François. Plus d'1 300 000 passagers empruntent désormais chaque année les 40 bus flambant neufs du réseau. 8 500 scolaires sont également transportés chaque jour, comme ici sur la ligne Sainte-Luce-du-Cos. Les étudiants semblent aujourd'hui faire partie des usagers les plus satisfaits. J'ai pas de permis, donc si j'ai envie d'aller à un endroit, j'ai qu'à prendre le bus vu que j'ai une carte. Et puis voilà. Ça arrange mes parents dans le sens où ça me permet d'avoir une certaine autonomie. Et puis si je veux par exemple aller à Sainte-Anne, à la plage, je peux prendre ma carte et j'y vais. Voilà, c'est plus d'autonomie de prendre le bus. 18 lignes intercommunales permettent en théorie de se déplacer plus facilement dans les communes voisines. Une autonomie qu'apprécient également les seniors. Ça me facilite dans beaucoup de choses. Hein. Je peux aller un peu partout, voyager tranquillement, gentiment, et puis c'est beau, ça m'arrive. J'ai payé l'abonnement, comme je suis âgé, j'ai payé 5 € et puis la photo et la carte. Le réseau Sudlib, c'est 63 lignes de bus au total. Une mobilité à un prix relativement accessible, 1,50 € en moyenne pour un ticket et 50 € pour un abonnement mensuel. Mais le modernisme apparent du système en laisse pourtant plus d'un dubitatif. Un peu plus loin sur la ligne, à Rivière-Salée, certains usagers attendent régulièrement plusieurs heures sous l'abribus pour pouvoir se rendre à quelques centaines de mètres. Ça fait 1 heure de temps que j'attends, ça fait un peu plus d'1 heure. Hein. J'habite au quartier médecin, donc je n'ai pas à redescendre, je n'ai pas besoin de redescendre. Lorsque j'ai des courses à faire, j'attends le bus ici, ou alors devant chez moi, à médecin. Il fait médecin Rivière-Salée et vice-versa. Ça fait combien de temps que vous attendez le bus? Ben là, je ne sais pas, on ne sait pas du tout. Hein. On attend, et puis c'est tout. Hein. Juste pour aller faire des commissions et puis c'est tout, hein, puis je rentre. 2 ans presque jour pour jour après le lancement du réseau Sudlib, quelques ajustements semblent encore nécessaires. Mais pas sûr que la fréquence des rotations des bus soit au cœur des préoccupations de Martinique Transport. La nouvelle autorité unique, en pleine polémique, doit pour l'heure assurer le lancement du TCSP. Et quelle place pour les personnes en situation de handicap dans notre société? La page Guadeloupe, l'association pour adultes et jeunes handicapés, organise à compter de ce soir, et ce pour 5 jours, la 4e rencontre des associations départementales APAGE Antilles-Guyane sous l'égide de la Fédération nationale. Pour nous en parler ce soir, le président de la Fédération nous a rejoint sur ce plateau. Jean-Louis Garcia, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, je vous l'ai dit, le président de la Fédération au niveau national. Vous êtes en Guadeloupe pour cette 4e édition, cette 4e rencontre, les APAGE des Antilles-Guyane. Quel est l'intérêt de ce type de rencontre? D'abord, c'est se rencontrer. Nous sommes des militants bénévoles, des collaborateurs. Se rencontrer, échanger sur les pratiques, en particulier sur les bonnes pratiques, et par le rassemblement, le regroupement, faire que ce qui est réussi dans un département puisse s'implanter dans les autres départements. Aujourd'hui, les hommes, les femmes en situation de handicap n'ont pas l'égalité de droits que l'on pourrait souhaiter, que l'on revendique. Et donc, travailler ensemble, se retrouver, se rendre plus fort, ça fait partie de la démarche de cette petite semaine que nous allons passer ici, tous ensemble. Et les personnes en situation de handicap, les associations qui les accompagnent ont énormément de défis à relever. Demain aura lieu une conférence publique sur l'accessibilité universelle à la bibliothèque Paul Mado à Bemao avec Julien Mérion, politologue. Quel rôle les téléspectateurs et moi-même peuvent jouer justement dans l'inclusion des personnes en situation de handicap? Le rôle est majeur. C'est à la société tout entière de prendre en compte le fait que certains sont à côté, sont cachés, sont exclus du droit. Et c'est à la société tout entière de s'adapter. Quand on parle d'accessibilité universelle, nous pensons à tous les lieux, tous les moments de la vie. Il n'y a pas que les escaliers ou les trottoirs mal adaptés qui empêchent la vie avec les autres. C'est l'accès à l'école, l'accès à l'emploi, l'accès aux loisirs, au sport, à la culture, l'accès à l'affectivité, la sexualité. C'est toute la vie. Un homme, une femme en situation de handicap, c'est d'abord un homme et une femme. Et donc il faut porter ce droit
d'être comme les autres, avec son handicap, mais d'être comme les autres. On l'a vu, on le voit, l'État quand même a fait des efforts. Beaucoup d'aménagements, par exemple, ont été prévus pour améliorer l'accessibilité aux établissements publics et privés. On le voit même en Guadeloupe. C'est encore très difficile pour une personne en situation de handicap de se déplacer dans l'espace public. Sur cette question précise, comment avez-vous l'intention d'agir pour améliorer leur quotidien ? Il faut montrer l'exemple. Il faut travailler avec les pouvoirs publics. Il faut travailler avec les mairies, avec les départements, pour faire avancer les choses. Chaque fois que ça avance, montrer que ça avance et bien expliquer que ce que l'on fait pour la personne en situation de handicap, ça sert à tout le monde. Un trottoir qu'on va rendre accessible, ça sert bien évidemment à une personne en fauteuil roulant, mais ça va servir à une personne âgée qui a du mal à marcher, ça va servir à une maman avec une poussette, un landau, ça va servir à un grand champion qui s'est cassé la jambe et qui a des béquilles à ce moment-là. Donc cette démarche-là est d'intérêt général, elle sert à tout le monde. Et chaque fois que l'on met plus d'accessibilité dans la cité, dans la ville, dans le département, c'est tous les lieux qui sont plus accessibles à tout le monde. Et c'est ce travail de pédagogue, de conviction, d'enseignement que l'on doit porter en partenariat avec les pouvoirs publics pour que chaque jour, ça avance un peu plus et que chaque jour, on aille plus loin. Il y a une question centrale pour les personnes en situation de handicap, c'est celle du chômage qui demeure plus élevé que pour les autres. Où en est la Guadeloupe ? Alors, déjà, en termes de chômage, la Guadeloupe est très mal placée. Quand on regarde la métropole, on est en gros à 10, 11, 12%. En Guadeloupe, on est à 23%. Quand on regarde les personnes en situation de handicap, en métropole, on est à plus de 20%. Donc vous imaginez ce que ça peut donner pour une personne en situation de handicap en Guadeloupe. On peut aussi traiter de la femme en situation de handicap. On se rend bien compte que les femmes sont victimes plus que les autres du chômage quand elles sont en situation de handicap, encore plus que les hommes en situation de handicap. Donc il y a tout un travail à faire sur la formation, de façon à ce que la personne en situation de handicap ait tout ce qu'il faut pour accéder à l'emploi. Il faut travailler avec les entreprises et travailler sur le droit. La personne en situation de handicap qui recherche du travail ne cherche pas la charité. Elle recherche sa place dans la société comme tous les autres. Et donc on ne peut pas travailler les uns contre les autres. Il faut travailler le mouvement associatif, les personnes en situation de handicap et les entreprises. Et elles se rendront compte, les entreprises, le jour où elles embauchent, que c'est tout gagnant et que l'entreprise, l'équipe qui travaille avec les personnes en situation de handicap grandit avec les autres. C'est ça, c'est ce message qu'il faut faire passer. Jean-Louis Garcia, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que demain aura lieu justement un débat public à la bibliothèque Paul Mado à Bemao pour faire évoluer les mentalités sur le handicap. Maintenant, chapitre santé, le premier congrès caribéen sur le cancer de la thyroïde a débuté aujourd'hui aux Trois-Îlets en Martinique. Professionnels de santé, associations et politiques ont fait le point sur cette maladie qui touche davantage les femmes que les hommes. Reportage, Louise Sabas, on regarde ensemble. Merci. Le cancer thyroïdien, un mal qui atteint la thyroïde, une glande à la base du cou qui sécrète des hormones qui influent sur le métabolisme. Chaque année en Martinique, moins d'une quarantaine de cas sont recensés, principalement sur des femmes d'âge mûr. Chez la femme, on a environ 20-25 cas par an, on va dire, qui sont diagnostiqués. Donc il y a des fluctuations. Et puis chez l'homme, c'est un cancer qui est moins fréquent. Donc on peut en avoir entre 1 et 3-4 par an. C'est un cancer qui est diagnostiqué plutôt vers 50-55 ans. Mais on a également des cas qui peuvent survenir chez les femmes un peu plus jeunes. Donc ça peut commencer vers 25-30 ans également. En proportion, il n'y a pas plus de malades du cancer de la thyroïde, hommes et femmes en Martinique, que dans l'Hexagone ou dans la Caraïbe. Un cancer très connu qui a vu de grandes avancées dans les domaines du diagnostic et des soins. Cet intervenant vient de Cuba pour parler de la méthode du traitement différencié à forte dose d'iode 131, un produit radioactif utilisé pour le soin du cancer sur plusieurs centaines de patients dans la Grande Île. Cette thérapeutique s'adresse à ceux qui ont un grand nombre de métastases. Nous pensons que de plus fortes doses offrent de meilleures chances de rémission complète. En Europe, on peut arriver à traiter des patients à 600 millicuries d'iode 131, mais en 6 fois, alors qu'à Cuba, c'est fait en 2 fois.
Des doses 3 fois plus importantes qu'en Martinique ou dans l'Hexagone. Mais la prise en charge, comme les traitements, sont aussi efficaces dans notre île, avec des soins moins lourds et plus espacés dans le temps. On a eu des développements notamment thérapeutiques très importants, notamment dans les 20 dernières années, avec l'introduction d'immunologie pour la classification des patients. Aujourd'hui, le parcours est un parcours relativement simple et c'est vrai que la prise en charge en Martinique. Donc dans la prise en charge de ce traitement, les patients doivent séjourner à l'hôpital pendant quelques jours. Ils sont isolés puisque c'est un produit radioactif et on recueille les urines. Et donc il y a très peu d'installations de ce type. Et actuellement, c'est la Ménard qui dispose d'une chambre, enfin c'est à Clarac en fait, dispose d'une chambre qui permet d'accueillir ces patients pour toute la Caraïbe orientale. Ce cancer est d'assez bon diagnostic. Après un traitement par chirurgie ou à base d'iode 131, la survie se compte en dizaines d'années. On guérit dans la grande majorité des cas du cancer de la thyroïde. Et l'autre titre de l'actualité de ce lundi, c'est la visite du délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer en Guadeloupe. Jusqu'à jeudi, Jean-Marc Mormec rencontrera les différents acteurs qui interviennent dans les politiques publiques en faveur de la jeunesse antillaise. Première étape ce matin, la signature d'une convention de partenariat sur la semaine de l'entrepreneuriat avec le rectorat de la Guadeloupe. Reportage Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter. Transmettre aux jeunes la culture de l'entreprise, c'est l'objectif de ce partenariat entre l'Académie Guadeloupe et 100 000 entrepreneurs, sous l'égide du délégué ministériel Jean-Marc Mormec. Pour pouvoir développer, il faut évidemment signer cette convention, puisqu'il est prévu qu'on ait davantage d'interventions d'entrepreneurs dans les établissements, que ce soit dans les collèges, dans les lycées, que nos personnels enseignants aient accès aussi à ces entrepreneurs pour pouvoir échanger avec eux sur des adaptations liées à la formation de nos jeunes, c'est quelque chose de très important. Et puis, sensibiliser nos jeunes à cet esprit d'entreprendre le plus tôt possible, c'est quelque chose de très important, notamment dans les quartiers difficiles. Nous avons démarré avec le délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'outre-mer, c'était il y a un an, une opération appelée Semaine de l'entrepreneuriat dans les quartiers, partant d'un double constat qu'il fallait absolument mettre en place une action un peu coup de poing auprès des jeunes des quartiers prioritaires pour leur permettre de rencontrer des professionnels, pour les aider dans leur choix d'orientation, pour les aider dans leur vie future et leur donner des messages positifs. C'est de pouvoir ouvrir aussi la porte, donner ces chances à des jeunes et leur dire que voilà, il y a des dispositifs qui existent. Maintenant, ils vont être insérés dedans, ils vont faire partie de ça et qu'on pense à eux. Déjà, ma première implication, elle est faite là, elle est revenir. C'est comme je l'ai dit, c'est de remettre les compteurs en place, c'est-à-dire tout ce qui se passe en métropole, c'est de pouvoir leur ramener ici en disant que eux aussi, les Outre-mer ont droit. J'ai dit avec l'ambassadeur américaine que ces jeunes partiront à Washington, partiront aux États-Unis pour pouvoir faire des échanges. Je pense que c'est important justement de les inclure et puis ramener d'autres choses et puis faire penser à eux et puis se battre pour eux. Je le dis et je parle des Outre-mer en général. Cette matinée a été ponctuée par des échanges entre l'ex-champion de boxe et ses élèves de 3e, issus eux aussi du même quartier. Ça me fait plaisir, ça m'encourage parce que je me dis que s'il arrive, même moi aussi je peux y arriver ou bien je peux même peut-être, je sais pas, je peux peut-être. Ça m'encourage encore plus davantage, ça me donne encore plus d'envie en fait. C'est un gars du quartier, donc pour moi c'est un peu comme un exemple. J'écoute tout ce qu'il dit, ça m'intéresse quoi. Depuis environ un an, une centaine d'entrepreneurs a déjà pris part à cette semaine de l'entrepreneuriat en allant à l'encontre de ces jeunes dans leur quartier pour continuer à les sensibiliser et ainsi éveiller leur esprit d'entreprendre tout en réfléchissant à leur orientation professionnelle. Et autre engagement du délégué interministériel, son soutien à l'opération Entreprendre en lycée, parrain de la manifestation. Il est allé à la rencontre de ces aspirants entrepreneurs qui avaient rendez-vous au siège du Crédit Agricole à Petit-Pérou-Abîme pour présenter leurs 30 mini-entreprises. Reportage Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter. Entreprendre en lycée 14e édition, avec cette année plus de 200 lycéens et 30 mini-entreprises, parrainées par l'ex-champion de boxe, devenu délégué interministériel Jean-Marc Mormec. Les élèves apprennent à créer des entreprises, à les gérer et surtout à les faire fructifier. Concernant le choix de M. Mormec, je crois qu'il suffit de l'écouter 5 minutes.
C'est un exemple pour la jeunesse. Et surtout, il sait toucher leur cœur, mais il s'adresse aussi à leur intelligence. Et sa réussite, aussi bien réussite sportive, mais sa deuxième carrière en tant que délégué interministériel, imposait ce choix cette année. Nous avons un temps fort qui est la foire exposition qui va se tenir au début du mois de mai à Destrélan. Et la clôture se tiendra début du mois de juin et cette fois-ci à la salle Laura Flessel. Je tiens à préciser que cette année, les vainqueurs du challenge gagneront un parcours entrepreneurial au Canada. Sahel et Katusia sont à la tête de leur mini-entreprise axée sur l'écologie. L'occasion pour ces élèves de développer leur esprit d'entrepreneur tout en s'inspirant de leurs parrains. Le concept à la Maison des artistes, c'est de promouvoir les ressources naturelles à Marie-Galante. C'est de montrer tout le monde que nous pouvons faire tout ça nous voulons et ça nous a trouvé Marie-Galante. Que nous pas besoin de chercher loin pour ni bijoux, pour ni décoration à casa nous. Et aussi, c'est pour sensibiliser ces gens à ces notions de développement durable. Là, pour moi, c'est de devenir professeur de français. Mais au fil de temps, quand on a participé à concours là, on a vu que c'est intéressant. Donc, on a dit, mais pourquoi pas continuer là-dedans aussi. L'entreprise, c'est pas une conception. Donc, c'est une entreprise qui fait des paniers avec des matières recyclées, principalement des papiers journaux. C'est une entreprise qui est touchée par l'écologie. On va utiliser les papiers journaux pour faire des paniers de différentes formes et de différentes couleurs et les vendre aux touristes comme souvenir et à la ménagère pour l'utiliser dans sa vie quotidienne. Mais déjà, je peux dire que ça motive vraiment parce que j'ai écouté son histoire, j'ai entendu ses réponses. Il donne vraiment une motivation, il donne l'envie de continuer, de persévérer dans mon entreprise, de motiver aussi les troupes. La mini-entreprise lauréate cette année partira au Canada pour un parcours entrepreneurial afin de découvrir une autre culture de l'entreprise. Un premier prix qui devrait sans aucun doute motiver nos entrepreneurs en herbe. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Quel avenir pour le volleyball guadeloupéen? L'une des meilleures équipes de l'archipel est privée de terrain d'entraînement. Et puis nous irons en Guyane voir l'arrivée spectaculaire du roi Vaval. Inauguré vendredi en présence du champion Teddy Riner, l'intercommunal de Goyave, qui s'appelle d'ailleurs Teddy Riner, fait déjà l'objet d'une polémique. Si l'édifice est déjà opérationnel pour accueillir de grandes manifestations sportives, il demeure fermé au club, notamment à l'US Goyave, multi-champion de Guadeloupe et d'Antiguyane, qui ne dispose d'aucun terrain d'entraînement depuis le 31 décembre. L'éclairage d'Yvan Lemar. Depuis le 31 décembre, les équipes de l'US Goyave Volley n'ont plus accès à la salle de sport du collège Matéliane où elles s'entraînaient et le terrain extérieur du club est impraticable. On n'a pas trouvé de gymnase. Tout est pris, d'accord, où on a fait des demandes, c'était pris. Et on a demandé à la municipalité de nous aider, en fait, de demander à la dame de nous donner un délai de façon à ce que la saison se termine, de façon à pouvoir rentrer dans la nouvelle salle la saison prochaine. Elle n'a pas voulu. On comprend, non, au contraire, on dit merci parce qu'on a passé quand même 7 ans en attendant que le nouveau gymnase se construise. Donc là, on se demande pourquoi on n'est pas dans la salle en fait. Le gymnase terminé depuis février 2017 a accueilli les playoffs de volleyball et d'autres manifestations, mais aucun créneau d'entraînement n'a été donné au club malgré plusieurs demandes faites avant l'ouragan Maria. Ils nous ont dit, il faut attendre. Il faut encore attendre et on n'a nulle part où s'entraîner. Donc, vu l'effort fourni depuis tant d'années et dans des conditions de précarité, moi je dis, parce qu'on est quand même un club avec 2 équipes seniors, X fois champion de la Guadeloupe, champion anti-Guyane, on est parti quand même représenter la Guadeloupe à travers Goyave en France, donc on peut plus continuer dans ce genre de conditions à quémander pour pouvoir pratiquer un sport. On ne demande pas de l'argent, on demande juste à pouvoir pratiquer notre sport tranquillement. Du côté de la mairie, cette polémique n'a pas lieu d'être. Vous avez un gymnase qui a été réalisé, qui a été livré en février 2017. Il y a eu des compétitions qui se sont déroulées de février 2017 jusqu'en juin. Et ensuite, juillet-août, il n'y a pas de compétition sportive. Puis le cyclone l'ouragan Maria est passé, a provoqué des dégradations importantes. Le bâtiment est en cours de réparation. On vient de finir de réparer le feu plafond. Il y a des ajustements techniques qui vont être réalisés sous le plancher.
sous le parquet, et ensuite la commission de sécurité va passer pour surtout garantir, lorsque les jeunes viendront en compétition et utiliser ce bâtiment, qu'il n'y ait pas de risque d'accident ou des choses comme ça. La partie du dojo qui n'a pas subi de dégradation pour le Maria est utilisée pleinement actuellement par le judo, par le taekwondo, par la danse, donc il n'y a pas de problème d'utilisation. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on arrête ce genre de polémique. Il n'y a pas lieu de faire de la polémique sur un non-sujet. Selon la municipalité, la commission de sécurité devrait passer dans une dizaine de jours et le gymnase devrait être opérationnel à la fin du mois. Du côté de l'US Goyave, les entraînements sont suspendus pour les 70 licenciés jusqu'à nouvel ordre. En Guyane, certains l'attendaient depuis le 1er janvier. Le roi Vaval est enfin de retour. Il est arrivé samedi à bord d'un hélicoptère dans la commune de Roura. Une arrivée spectaculaire filmée par Stéphane Govindin. On regarde. C'est une première pour la commune de Roura d'accueillir le roi Vaval et on se devait pour ce roi, Sa Majesté, de l'accueillir dans de bonnes conditions. Et vous avez vu, ce dragon est arrivé par les airs en hélicoptère. Une foule immense. Donc voilà, Roura est secoué aujourd'hui par la foudre du carnaval. C'est lui qui va ouvrir les portes du carnaval, les portes de Nana, les portes de Paulina, les portes de partout. Et puis le carnaval de rue, c'est lui qui a la clé. Aujourd'hui, il est à Roura. Et puis on la transmettra l'année prochaine. C'est un peu le concept, je crois, qui va être transmis aujourd'hui. Donc écoutez, c'est une fierté pour moi, pour nous à Roura, les Rouranais, que de l'accueillir. Vraiment, on est fiers. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant à vos stylos. Faites des réserves d'eau si vous habitez à Gosier. Des coupures sont prévues dès demain 18h avec un retour à la normale le lendemain à 6h du matin. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain face à la mairie de Port-Louis. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler à la rédaction d'ATV Guadeloupe au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce lundi 15 janvier. À la une ce soir, nous l'avons vu, la Martiniquais dans les mois. Le jeune Martiniquais Andy Brigitte, 22 ans, a été tué vendredi soir dans le métro parisien sous les yeux de nombreux voyageurs qui filmaient l'agression. Aux Anses d'Arlé, sa commune d'origine, sa famille est encore sous le choc. Nous avons entendu le témoignage de sa maman. Et la région Guadeloupe tente d'informer le monde rural sur les aides européennes mises à sa disposition. Le cyberbus de la collectivité régionale sillonne ainsi 15 communes pour apporter de nombreuses informations sur le financement des projets agricoles et agroalimentaires fournis par l'Union européenne. Et le délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, Jean-Marc Mormec, a entamé aujourd'hui sa visite en Guadeloupe. Son objectif, stimuler l'entrepreneuriat chez les jeunes Antillais. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h47.